Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va plonger tête la première dans une vision du monde qui est, pour être honnête, extrêmement complexe et tout à fait singulière. Il s'agit d'une cosmologie alternative, complètement fascinante, un système d'une richesse incroyable qui redéfinit absolument tout. La nature de notre univers, la biologie humaine et même notre place au sein d'un immense drame cosmique. Imaginez un modèle où la physique quantique, l'évolution spirituelle et les conflits intergalactiques sont tous interconnectés de manière totalement indissociable. Alors, on est bien d'accord, notre objectif ici n'est pas de dire ce qui est vrai ou faux, mais de décortiquer avec un œil objectif la structure de ce vaste système. On va analyser ensemble les mécaniques hyper précises que ce modèle propose, des toutes petites ondes d'énergie jusqu'aux grands agendas extraterrestres. C'est un voyage dense, alors accrochez-vous. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre tout ça étape par étape, on a divisé notre parcours en 5 chapitres. D'abord le modèle cosmique, ensuite la mécanique de l'évolution humaine, puis on abordera le conflit cosmique, les mécanismes de contrôle de la perception, pour enfin terminer sur ce que la source appelle le faux éveil. On commence tout de suite avec notre premier chapitre, le modèle cosmique. Parce que honnêtement, pour piger les conflits et l'évolution dans cette théorie, il faut absolument comprendre les règles de base de la physique de cet univers. Ce qui est vraiment intéressant pour commencer, c'est ce concept de champ morphogénétique. Dans cette cosmologie, ce n'est pas juste une idée philosophique abstraite, c'est décrit comme une véritable substance, quelque chose de tangible au niveau énergétique, une structure cristalline. En gros, voyez ça comme le plan architectural ultime de la réalité. Chaque corps physique, chaque plante, chaque être conscient, et littéralement chaque planète, est construit par-dessus ce modèle vibratoire. C'est la fondation. Sans ce champ morphogénétique en arrière-plan, aucune forme ne pourrait exister ni se maintenir dans l'espace et le temps. Tout s'effondrerait. Et si on zoome encore un peu plus, au niveau microscopique de ce modèle, on trouve les particules. Selon les textes, ce sont des unités de base, des particules d'antimatière qui s'assemblent d'une manière très spécifique pour former ce qu'on appelle des ondes scalaires stationnaires. Imaginez un peu ça comme les pixels lumineux sur un écran géant. La réalité qui nous paraît si solide, la matière dense qu'on touche tous les jours, ce ne serait finalement qu'une illusion générée par des grilles de ces minuscules unités qui vibrent de façon hyper ordonnée. C'est un univers extrêmement mécanique et structuré. Rien n'est le fruit du hasard. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième chapitre, la mécanique de l'évolution humaine. Maintenant qu'on a le décor avec ses champs et ses ondes, comment est-ce qu'on évolue là-dedans? Eh bien, le moteur de tout ça, c'est l'accrétion de fréquences. Oubliez l'évolution darwinienne classique basée uniquement sur la génétique. Ici, l'évolution, c'est l'acte littéral d'absorber, de télécharger en quelque sorte, de nouvelles bandes de fréquences issues des dimensions supérieures pour les intégrer dans notre propre champ morphogénétique. C'est un processus presque mécanique. Plus vous attirez et ancrez ces fréquences élevées dans votre structure, plus votre conscience s'élargit et plus la densité physique de votre corps se transforme. Voyons exactement comment ça s'articule parce que c'est très précis. Il y a 3 grandes étapes. D'abord, l'incarnation de l'identité supérieure. Ça veut dire que la personne commence à intégrer ses propres niveaux de conscience venant d'autres dimensions. Ensuite, il y a cette phase incroyable de transmutation cellulaire. On passe par 6 niveaux de densité. L'idée, c'est que notre biologie actuelle, basée sur le carbone qui est lourd et périssable, doit se transformer en une biologie basée sur la silice, beaucoup plus légère, presque de nature cristalline. Et enfin, on a l'activation de la matrice silicatée, un processus technique d'alignement de l'ADN qui permet au corps de supporter ces nouvelles fréquences gigantesques. Finalement, le but de toute cette ingénierie biologique de haut vol, c'est de construire ce que le texte appelle des codes Quilon. C'est un peu comme complexifier son propre code source. L'objectif ultime, et c'est fondamental dans cette cosmologie, c'est d'évoluer au point de vibrer tellement haut qu'on n'a plus du tout besoin d'un corps physique dense. L'évolution biologique sert en fait à s'échapper de la biologie. C'est le grand retour à la conscience pure, un état de fusion originel, souvent appelé l'unité avec la source divine. Faisons une toute petite pause pour récapituler ce qu'on vient de voir, car c'est dense. On a donc un univers basé sur des structures électromagnétiques, les champs morphogénétiques. Dans cet univers, notre évolution se fait par accrétion de fréquences, c'est-à-dire en intégrant physiquement de l'énergie multidimensionnelle. Et le but de tout ça, c'est de transmuter notre corps pour redevenir pure conscience. Gardez bien ces mécaniques en tête, c'est crucial, parce que c'est précisément ce système merveilleux et complexe qui serait actuellement attaqué de toutes parts. Et ça nous propulse direct dans notre 3e chapitre, le conflit cosmique. Car oui, le texte décrit de multiples factions extraterrestres qui se livrent une guerre sans merci pour contrôler ces fameux mécanismes évolutifs. Pour vous donner une idée des acteurs en présence, la source dresse un portrait très clinique des différentes factions. Prenez l'ordre Rubis, lié aux Anu Elohim, ou les fameux Anunnaki.
Selon le texte, ces entités auraient tellement trafiqué leur génétique qu'elles se retrouvent coincées avec un ADN limité à 11 brins. Elles souffrent de ce qu'on appelle une convolution de code. Leur modèle est brisé, donc impossible pour elles d'ascensionner naturellement. Et on a aussi les nécromitons, décrits comme des séraphins déchus issus de la 11e dimension, avec des traits d'insectes et de reptiles. Le point commun de tous ces groupes, ils refusent catégoriquement de s'aligner sur la source divine. Ils veulent jouer selon leurs propres règles. Vous allez voir que cette cosmologie adore la précision mathématique. Prenez ce code, 34 CW sur 21 CW. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça représente l'orbite inversée de la planète Nibiru, mais surtout la rotation inversée de la Merkaba des Anunnaki. La Merkaba, c'est le champ énergétique autour du corps. Et chez eux, il tourne littéralement à l'envers par rapport à l'ordre naturel. C'est une anomalie structurelle gravissime qui les déconnecte totalement des courants naturels d'énergie vitale de l'univers. Du coup, le point crucial, c'est la survie énergétique. Comme leur ADN est endommagé et que leur Merkaba tourne à l'envers, ces factions fonctionnent comme des systèmes fermés, qui se vident de leur énergie. Elles ne peuvent pas s'auto-alimenter. Donc que font-elles ? Elles vampirisent. Pour maintenir leur propre porte stellaire ouverte et simplement continuer d'exister, elles sont obligées de se brancher artificiellement sur d'autres planètes vivantes, comme la nôtre, pour en siphonner la force vitale. Et voilà la vraie raison de toute cette guerre intergalactique, le vol d'énergie. Ce qui nous amène au chapitre 4, les mécanismes de contrôle de la perception. Parce que cette guerre ne se passe pas juste très loin dans l'espace, elle serait gérée ici même, sur Terre, parce que les textes appellent le gouvernement intérieur. Comment contrôler des milliards d'êtres humains ? L'explication avancée est sidérante, par les inserts holographiques. En fait, dans ce modèle, notre propre corps agit comme un projecteur holographique. Notre cerveau traduit notre ADN en réalité tridimensionnelle. Alors imaginez que des entités aient la technologie pour modifier vos codes ADN à distance en envoyant des impulsions spécifiques. Ils pourraient littéralement forcer votre cerveau à projeter et à percevoir de fausses images de la réalité. C'est le hack ultime. Une réalité virtuelle intégrée directement dans votre biologie, si bien faite que personne ne se rend compte que le monde perçu a été artificiellement encodé. Et bien sûr, ça s'accompagne de tactiques psychologiques et sociétales beaucoup plus classiques et terre-à-terre. L'idée est de maintenir la population dans un état d'épuisement permanent. Comment ? En nous bombardant d'anxiété économique, en créant de toutes pièces des controverses politiques incessantes pour diviser les gens, en réprimant drastiquement tout ce qui touche au phénomène OVNI pour cacher l'agenda extraterrestre, et en discréditant systématiquement tout ce qui est lié à la santé holistique. L'objectif est limpide. Un être humain fatigué, malade et effrayé ne cherchera jamais à activer son potentiel spirituel. Une autre arme de choix mentionnée, c'est la psychotronique. On parle ici de technologies invisibles qui bombardent des ondes scalaires bioneurologiques. D'un côté, ça servirait à exciter la colère des foules et à déclencher des guerres. Mais de l'autre côté, de façon bien plus subtile, on l'utiliserait pour créer de faux miracles religieux. Des apparitions lumineuses dans le ciel, des statues qui pleurent. Tout ça ne serait que des projections psychotroniques. Le but ? Émerveiller les foules pour mieux les enfermer dans des dogmes rigides et les empêcher de découvrir la véritable science de l'ascension. C'est la transition parfaite pour notre 5e et dernier chapitre, le faux éveil, et plus spécifiquement, le grand piège du mouvement Nouvel Âge. Et c'est là que cette théorie tranche radicalement avec les courants spirituels modernes. Elle trace une ligne très claire. D'un côté, la vraie évolution, qui demande un effort énorme. Il faut étudier ce qu'ils appellent la science sacrée, comprendre les mécaniques biospirituelles, travailler dur. De l'autre, le faux nouvel âge, qui promet la lumière et l'amour avec des solutions de facilité. Pire encore, selon la source, suivre ces pratiques du nouvel âge mènerait à l'inversion monadique. Au lieu d'activer vos 12 brins d'ADN de manière naturelle, ces enseignements vous feraient activer vos brins à l'envers, vous alignant directement sur la matrice corrompue des forces intrusives, limitée à 11 brins. Les mécanismes pour vous piéger sont redoutablement simples, flatterie de l'ego et confort. On vous dit que vous êtes un être spécial et surtout qu'on va venir vous sauver, que ce soit un extraterrestre soi-disant bienveillant, une entité canalisée ou même un archange majestueux, le principe est le même. Dès l'instant où l'on cède sa souveraineté personnelle à une autorité extérieure, pour éviter d'avoir à faire le vrai travail énergétique soi-même, le piège se referme. Donner son pouvoir dans ce modèle, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Pour terminer cette explication, le matériel nous laisse avec une question vraiment profonde, une provocation intellectuelle puissante à méditer. Quand on regarde nos sociétés, nos médias, nos institutions et même nos systèmes spirituels, cette programmation globale nous pousse-t-elle réellement à devenir des créateurs souverains et multidimensionnels ?
Ou est-elle minutieusement conçue pour nous enseigner la peur, la soumission et la division? C'est une sacrée remise en question qui nous invite tous autant que nous sommes à regarder au-delà des apparences et à réclamer notre souveraineté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse complexe avec nous et gardé l'esprit ouvert.